Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Super, on se retrouve aujourd'hui dans La Traversée et j'ai la chance, je devrais dire le privilège, d'avoir avec moi Gérard Lefort. Bonjour Gérard. Bonjour Hervé. Alors on se connaît, on s'est déjà rencontrés à maintes reprises dans pas mal d'univers différents. J'aimerais juste que tu te présentes parce que tu es un personnage un peu particulier. Oui, ma particularité c'est que tout roule avec moi. Je suis paraplégique, donc en fauteuil roulant et passionné de moto, donc j'ai 3 véhicules à 3 roues. Et donc voilà, il y a des roues partout dans ma vie. Et donc tu les appelles comment ces 3 roues ? Alors trike, j'ai un trike, un sidecar, et puis un pseudo-trike, voilà. Ok, et tu peux me raconter quelques histoires parce qu'il t'est arrivé pas mal de choses avec tes trikes. Ah oui. Alors bon, déjà, celui avec lequel je fais le plus de kilomètres, j'ai plus de 100 000 kilomètres avec, c'est un trike français, fabriqué du côté de Grenoble. Et donc l'entreprise c'est Sidebike, bon l'entreprise a fermé mais c'est un moteur Peugeot et donc c'est fiable et je fais beaucoup de kilomètres. Alors tu avais un gros projet à un moment donné mais avec le Covid ça n'a pas pu se faire, c'était de faire le tour d'Europe avec un trike et puis de pays en pays, emmener des gens, tu peux m'en dire un peu plus ? Voilà, c'est-à-dire comme j'ai 3 motos, j'ai eu l'idée de partir avec les 3 et de faire un partage handi-valide, c'est-à-dire que je mettais à disposition 2 de mes véhicules, des véhicules d'exception, je les mettais à disposition d'une paire d'accompagnateurs. Quand je dis une paire, c'est une motarde et un motard de chaque pays, parce que je lutte aussi contre les stéréotypes sexistes, donc je tiens absolument à ce qu'il y ait une motarde. Donc là, je parle à l'imparfait, parce que maintenant, au lieu de partir avec mes 3 motos, je vais partir uniquement avec mon trike de tous les jours. Et je vais demander aux gens de venir avec leur propre véhicule. Parce qu'on m'a fait remarquer que si quelqu'un ne venait pas, j'allais me retrouver avec 2-3 motos. Tout seul, j'allais être gêné. Ça va être compliqué, voilà. ouais. Donc, mais mon projet est toujours d'actualité. Bon, enfin là, avec le Covid, il est juste reporté. Soit au printemps 2021 ou au printemps 2022. Mais en tout cas, ça se fera. Alors tu peux me dire quelques mots à propos de tes grandes traversées ou ta plus grande traversée ? Alors, je vais démarrer d'une manière petitement avec une traversée en trike. C'est quand je suis allé donc de Paris à Porto avec mon trike. Donc j'ai fait Paris-Biarritz en 12 heures. Le lendemain, j'ai fait Biarritz-Irún. Le surlendemain, Irún-Porto. À Porto, j'avais 4 jours de séminaire. Et après, j'ai pris 3 jours pour rentrer. Donc, je suis parti 10 jours tout seul. J'ai fait 3200 km. J'ai pris de la neige entre le Portugal et l'Espagne. Et plus un orage énorme, monstrueux au Pays Basque espagnol. Mais ma chance, c'est que j'avais des copains à Biarritz. Et donc, je me suis arrêté à Biarritz. Et là, on a vidé les bottes. Et après, sèche-cheveux dans les bottes et dans le casque. Et tous les vêtements à la machine à laver au sèche-linge. Donc, mais ouais, c'était une belle balade. Ok, donc tu m'as dit une petite traversée. Donne-moi d'une grande traversée. Peut-être une grande traversée, donc là c'est beaucoup plus personnel. C'est la traversée de la solitude. Donc moi j'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique en 2003. Et donc une des conséquences, ça a été donc ma séparation avec mon épouse. Et donc de 2003 à maintenant, nous sommes en 2020, donc en 17 ans, je suis resté 15 ans seul. Donc pour moi, c'est une grande traversée. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur l'humanité ou je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de partager ? Eh bien, disons que moi, ça a été... C'est ce qui a fait que j'ai été très actif. Souvent, les gens me demandaient, mais Gérard, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais ? Et je dis, moi, c'est grâce aux femmes.
Oui, parce que toutes celles à qui j'ai demandé m'ont dit non. Il a bien fallu que je m'occupe. Donc là, c'est ça le bon côté, c'est que comme j'étais pas en couple, j'étais disponible pour rencontrer plein de gens, plein de monde, faire plein de choses. Et le fait d'être seul par rapport à quelqu'un qui a une famille, j'avais une liberté totale qui fait que j'ai eu des activités associatives denses où je faisais plus que les valides. Quand j'ai été président du groupement des acteurs de Guadeloupe, et donc j'organisais des réunions. Et les gens se déplaçaient pas beaucoup, donc je faisais des réunions dans le sud de la Guadeloupe et dans le nord. Moi, je suis à mobilité réduite, je me déplace partout, et les mecs, ils se déplacent pas parce que c'est à 20 bornes. Donc, mais parce que eux, ils ont d'autres contraintes qui est liée aussi au fait que eux n'étaient pas seuls. Mais moi, j'étais seul, donc je bouge. Ok, donc ça, c'est la solitude. Et c'est quoi les choix que tu as dû faire? Parce que par moments, on doit faire des choix. Les choix dans la solitude ne sont pas toujours simples. Mais je dirais qu'il y a des choix de vie. À quel moment tu as dû dire oui ou non? C'est très clair. Hein. Moi, j'ai eu, en fin de compte, sur ces 17 ans depuis l'accident, j'ai eu 6 copines pour un temps cumulé d'à peu près 2 ans. Mais sur ces 6 copines, je suis parti, c'est moi qui suis parti 5 fois. En fin de compte, moi, je cherche pas à être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, pour avoir des relations sexuelles et pour que la personne me fasse à bouffer. Moi, j'ai besoin d'être amoureux. Donc, à partir du moment où je ne voyais pas d'avenir à cette relation, eh ben, je partais. Et j'assumais la solitude. Donc, oui, c'est des choix, mais oui, c'est des choix forts. Et à un moment, je me disais, mince, peut-être que je fonctionne mal. Mais bon. Et que toujours persévérer dans la même attitude, il y a peut-être un problème. Mais bon, voilà, j'étais comme ça, je fonctionnais comme ça, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, et j'ai l'impression que là, j'ai rencontré la bonne personne. Ok, super, je suis très heureux pour toi. Juste un point, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas bien, tu peux dire un peu qui tu étais avant l'accident? Ah oui, donc j'ai été enseignant, j'ai fait 33 ans à l'Éducation nationale, je suis devenu paraplégique en me rendant au boulot, donc ça faisait donc 23 ans que j'étais à l'Éducation nationale, donc ça veut dire que je suis resté à l'Éducation nationale encore pendant 10 ans après l'accident, mais avant, donc quand j'étais enseignant, dans les années 80, j'étais aussi prof de judo, donc compétiteur au judo, donc je suis ceinture noire 3e dan, j'ai un brevet d'État, j'étais 7e au championnat de France universitaire, et j'étais compétiteur aux échecs avec un niveau régional. Et dans les années 80, à côté de ces activités d'opposition, j'ai découvert le mime et le théâtre, des activités de coopération, et ça m'a plu. Et j'ai toujours aimé faire les deux. Donc pendant des années, je donnais des cours de judo et je prenais des cours de théâtre, mais jamais dans l'objectif de devenir professionnel. C'est simplement le fait d'être devenu paraplégique qui m'a donné l'idée à un moment d'utiliser le théâtre et l'humour pour pouvoir participer au changement du regard porté sur le handicap. Et c'est comme ça que je suis devenu comédien, puis maintenant conférencier. D'accord. Est-ce que tu veux nous donner quelques éléments j'aime pas dire combat, mais plutôt mission que tu t'es donnée ou à propos du handicap? Ah ben, la mission, c'est participer au changement de regard, aller vers l'acceptation, voilà, et l'inclusion. Franchement, moi, je lutte pour une société inclusive. Et donc, j'ai eu beaucoup d'activités associatives où j'ai eu des responsabilités dans des associations liées au handicap. Et après, j'ai souhaité avoir des activités dans des associations qui ne parlent pas du handicap, toujours dans le cadre de travailler pour l'inclusion. Et une des choses dont je suis vraiment content, c'est que j'ai pu être vice-président de Actrices et Acteurs de France Associés. C'est une association qui regroupe 500 comédiens professionnels, plus de 500 comédiens professionnels. Les comédiens, leur instrument de travail, c'est leur corps. Et parmi les gens qui étaient là pour les représenter, il y avait un vice-président avec un corps tout cassé. Et donc pour moi, c'est vraiment le symbole d'une société inclusive. On a tous notre place. Et donc ça, oui, je lutte pour ça. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes, peut-être liées dans un tournage, peut-être liées à une activité peut-être inattendue pour un paraplégique? Voilà. Inattendu. En tout cas, ce qui est inattendu lorsque les gens me croisent, c'est lorsque je suis sur mes véhicules, puisque j'ai des véhicules qui sortent vraiment de l'ordinaire.
Et notamment le trike que j'utilise tous les jours, il y a 3 places longitudinales. Donc ça, c'est le seul modèle au monde comme ça. Et en plus, il a été construit en 38 exemplaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Et donc les gens nous prenaient régulièrement en photo. Et longtemps, j'ai été fier. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand je suis en fauteuil roulant, personne ne me prend en photo. Là, ça m'a cassé. D'accord, qu'est-ce que tu retiens alors? Que les gens sont plus intéressés par un homme un peu fantaisiste sur un trike, et puis après ils s'aperçoivent que du côté droit, il n'y a pas le truc habituel. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprécie, c'est de faire changer le regard, que les gens ils aient des yeux exorbités en voyant déjà le véhicule. Et puis après, quand ils voient le fauteuil à côté, il y a même quelqu'un qui va demander vous faites taxi pour les handicapés? C'est ça. J'ai trouvé ça très fort. Super. Mais tu as répondu oui. Oui, pour moi. Voilà, c'est ça. Et oui, il y a des auto-entrepreneurs et il y a des auto-taxis. Et en moto. Et le truc, moi, en tant que passionné, j'aime faire, comme tout le monde, comme tout passionné, j'aime faire partager ma passion. J'ai eu l'accident avec ma 25e moto. Donc j'ai pris des cours de pilotage sur circuit, j'ai fait de la compétition moto, c'était une petite compétition, des courses de côte, une course d'endurance, enfin bon, voilà, des petits trucs. Mais donc je suis vraiment passionné par la moto. Et le trike me permet de partager ma passion avec des gens, comme il y a 2 places supplémentaires. C'est-à-dire que quand j'ai croisé plein de personnes, par exemple, une fois, c'était un couple d'Anglais qui me demandait la route dans Paris. Je leur dis, je vous emmène. Une autre fois, je m'arrête à un feu. Là, il y avait un couple c'était près d'une station de métro. Il y avait un couple qui descendait l'escalier pour prendre le métro. Il voit la bécane, il remonte. On commence à parler. Le feu passe au vert. Je me gare. On cause. Et puis, au lieu qu'ils prennent le métro, je les emmène. Une autre fois, j'étais allé jouer aux échecs au Jardin du Luxembourg. J'ai joué longuement dans plusieurs heures et il y avait des gens qui regardaient autour, tout ça. Et parmi les gens qui regardaient, il y avait une touriste chinoise d'une vingtaine d'années et un jeune ch'ti qui devait avoir 17-18 ans. Et puis, à la fin, ils ne se connaissaient pas, ces 2 gens-là. Ces 2 personnes-là ne se connaissaient pas. Je les ai emmenés tous les 2. Donc, on est parti du Jardin du Luxembourg. Je les ai emmenés à la Tour Eiffel. Après, on a descendu les Champs-Élysées. On était à Saint-Germain-des-Prés. Je les ai ramenés au Jardin du Luxembourg. Pour moi, c'est pas grand-chose, c'est comme un sourire. Et je sais que pour eux, c'est mémorable. Et en plus, c'est un autre regard sur le handicap. Parce qu'ils arrivent et ils voient, c'est un handicapé qui va les emmener faire un tour sur une bécane qui vient, on ne sait pas d'où ça vient, et qui va leur emmener faire découvrir Paris. Voilà. Et donc moi, je fais ça très très souvent. Très très souvent. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Pour moi, si j'essaie de traduire dans un langage que je vais dire d'accompagnant, j'ai envie de te dire que tu proposes de la générosité, tu proposes de la joie, tu proposes de la fraternité. Mais toi, tu dirais quoi? Ah oui, si. Moi, parce qu'il y a des gens qui des fois me disent, mais je vous dois quelque chose. Mais pourquoi vous pensez que je fais ça pour de l'argent? Mais non. Pour moi, la seule richesse, c'est la richesse humaine, les relations humaines. Il n'y a pas d'autre richesse que ça. Et donc là, on s'enrichit mutuellement. On partage un moment extraordinaire. Pour eux, c'est vraiment extraordinaire, mais pour moi aussi, c'est extraordinaire de rencontrer des gens que je connais pas du tout et de leur faire partager quelque chose dont ils vont se rappeler pendant des années. Je veux dire, c'est très chouette. Et je rentre le soir chez moi, je suis content. Hein. On est tous les 3 contents. Et c'est possible parce que le véhicule est très stable. Et en plus, il y a des rondeurs. Donc, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'angle. C'est pas agressif. Les couleurs, c'est blanc et rouge. Donc là, il n'y a aucun souci pour que les gens acceptent. À côté de ça, j'ai un sidecar. À côté de ça, j'ai un sidecar qui lui a plein d'arêtes, et en plus c'est un bleu métallique qui est très luxueux, donc il met de la distance. Et par-dessus tout ça, il fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc là, ça c'est pas possible avec cet engin-là. En revanche, avec le trike, qui fait pas de bruit, vraiment c'est un instrument de partage fabuleux, quoi, extraordinaire. Super. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le cadre de ces rencontres? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Pas seulement que tu as appris sur les autres, mais tu me dis, j'essaie de faire changer la manière de voir
la manière de percevoir ce que c'est que le handicap. Mais je pense qu'il y a quelque chose de toi, si tu veux. Je pense qu'on est toujours dans sa raison d'être, dans quelque chose de profond de soi. Je pense, souvent on m'a dit, mais vous voulez pas faire taxi, vous voulez pas accompagner des mariages et tout ça. Toujours un côté mercantile. Mais là, ce que j'ai vraiment... Ce qui est sûr, c'est que franchement, ça m'intéresse pas, ça. Ouais, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et des fois, je regarde les gens en étant vraiment étonné qu'il y a des gens qui acceptent pas qu'on leur donne quelque chose. Moi, j'ai proposé une fois... j'étais sur le track, il y a des gens qui viennent me voir, un couple. Je leur propose de les emmener. Ils ont fait un pas en arrière comme si je les agressais. Donc je suis parti de mon côté. Après, je les ai recroisés. J'ai vu qu'ils se planquaient. parce que eux, ils comprennent pas, je pense, que je puisse proposer ça bénévolement, machin, tout ça. Mais quand je donne, je reçois beaucoup. Moi, ça me... En plus, moi, c'est très juste. Voilà, quand je donne, je reçois beaucoup. D'autant plus que moi, je suis seul. Je suis seul tout le temps. Enfin, des années et des années. Oui. Donc quand j'ai l'occasion de rencontrer des gens et de partager un truc chouette avec eux, ça me nourrit aussi. Et c'est peut-être ça qu'ils ne comprennent pas, parce ils imaginent pas. En tout cas, il y a des gens qui se sentent... des gens, j'ai eu un seul couple comme ça, qui s'est senti agressé. J'ai des histoires aussi comparables. Je te la raconte très vite, mais je faisais, à l'époque où j'essayais de mieux comprendre le rapport qu'on avait avec l'argent, je faisais des expériences. Et j'avais emmené mes enfants, des amis, et j'ai distribué à peu près 10 € à chacun en petites pièces. L'exercice était, vous revenez les mains vides. Vous devez distribuer l'argent, et pas spécialement à des SDF. Et même plus éviter les SDF, quoi. Donnez vraiment à des gens qui n'attendent pas que vous leur donniez quelque chose. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils sont revenus, ils sont pas arrivés à distribuer. Il y en a un qui m'a dit, je suis arrivé, mais en fait, il avait truandé dès le départ, il a donné les 10 € à quelqu'un, tu vois. Je lui ai dit, non, si t'es donné plein de pièces, c'est pour que tu le fasses plein de fois. Et c'est toujours impressionnant comme le message que te renvoient les gens est compris, pas compris. Ils se demandent pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, comment tu veux les arnaquer? Pourquoi tu veux donner de l'argent? Je me rappelle très bien, à un moment donné, ça m'avait marqué, un couple à qui je veux donner cet argent. Et ils me disent non, mais ils avaient un garçon qui avait, je sais pas, entre 5 et 7 ans, leur disait. Et lui, même quand ils avaient tourné le dos, lui, il continuait à tendre la main, tu vois. Moi, je les veux bien si les parents ne le veulent pas. Enfin bref, je trouve que c'est toujours, il y a plein de... Et il y a eu des moments de joie et de plaisir à partager avec des gens qui ont accepté que je leur donne 1 €, 20 centimes, 2 €, c'était le maximum des pièces que j'avais. Et je trouve que c'est toujours, comme tu l'as dit, est-ce que je suis capable de donner et d'accepter de recevoir en échange, tu vois? Et c'est pas toujours simple pour l'humain de recevoir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent donner. Et là, tu étais dans la position de leur demander de recevoir. Oui, et puis il y a donner et donner, parce que si on donne en se mettant en situation de supériorité, c'est pas un don. C'est voilà, on achète une image ou je sais pas quoi. Donc il faut faire aussi attention à ça. Mais là, je pense à autre chose, là, à un souvenir qui est au fond de mon cœur. C'était à Venise. J'étais donc d'un côté d'un canal, et de l'autre côté, il y avait un petit garçon, 8-9 ans, je sais pas. Et on sifflait et en fin de compte, on a communiqué, on a sifflé, on s'est regardé, on s'est souri, mais c'était extraordinaire. C'était un échange fabuleux. Ça fait quoi? C'était dans les années 80, et j'en parle encore avec émotion. Et c'était juste un échange de sourires et de chanter ou siffler ensemble. Et c'est quand même simple de se faire plaisir et de faire plaisir. C'est vrai. Voilà, la conclusion, c'est ça. C'est quand même simple de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir. Ça ne demande pas grand-chose, juste d'être ouvert et de pouvoir être ouvert pour donner et pour recevoir. Et comment tu penses que ça peut aider des entrepreneurs qui peuvent être peut-être dans des situations difficiles ou pas, en fonction de la situation, même y compris la situation actuelle? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Des gens qui doivent manager, diriger, prendre des décisions. J'aime bien ton message, celui qui est juste avant, là, celui que tu viens de me donner. Là.
C'est quand même simple. Oui, Ça c'est fait quand même plaisir, ça fait simple. plaisir. C'est Et co- comment on met ça en Ah oui, entreprise, tu vois? Tu auras un truc là-dessus? ah oui, pour mettre ça oui, en exécution, euh, oui, je pense que la première chose, en fin de compte, c'est accepter la situation sans crispation pour pouvoir après faire des choses simples. Ça me fait penser au judo. Si vous êtes tout crispé, vous n'allez pas être assez délié pour lancer votre prise. Et voilà, vous n'allez pas pouvoir faire chuter l'adversaire ou le partenaire. Donc, le truc, c'est pour être détendu, enfin détendu. Là, on parle d'entrepreneurs qui sont face à une difficulté. Euh, c'est quand même essayer d'être apaisé, de s'apaiser, être apaisé pour pouvoir être, j'allais dire, fluide. Et là, je suis en train de bouger comme quand j'étais sur le tatami, où on ressent tout par l'intermédiaire des mains qu'on a sur le kimono. Mais si on est crispé, eh ben, on ne va pas être efficace. Il faut laisser, en fin de compte, votre corps s'envoler. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, enfin, on va dire 2 fois vraiment, de faire une prise de judo sans l'avoir commandé. C'est-à-dire que mon corps a réagi, pas ma tête. C'était extraordinaire cette sensation où j'ai déclenché la prise, toc, c'était terminé, toc, ça avait marché, mais j'ai pas du tout réfléchi, rien, c'était instantané. Et donc là, je pense que là, c'est une question d'être, en fin de compte, ouvert à tout ce qu'on reçoit, toutes les informations qu'on reçoit, que le corps reçoit. Alors, donc, pour ce qui est d'un entrepreneur, je pourrais peut-être faire un parallèle en disant rester ouvert et disponible à tous les signaux faibles qu'il y a partout, et qui viennent de leur équipe comme qui viennent de l'environnement. Je dirais ça comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à ces entrepreneurs vis-à-vis du handicap, par exemple, ou de ces dirigeants? Ah, alors là, la première chose, c'est que les personnes différentes sont des personnes. C'est le truc de base. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Simplement, en face de vous, vous avez des personnes, point, avec des capacités différentes, qui peuvent être moindres, mais qui peuvent être aussi plus importantes pour certains domaines. Là, je pense par exemple à des personnes qui souffrent d'autisme, Asperger, et qui peuvent avoir des capacités qui sont, pour certains domaines, qui sont au-delà de la capacité moyenne. Donc, Oui, comme des aveugles qui ont une sensibilité dans les doigts beaucoup plus forte, comme... Ok, donc plein d'handicaps sont aussi des sources d'expertise. Tout à fait. Et donc en fin de compte, quand un entrepreneur peut intégrer une personne différente, quelle que soit la différence, au sein de ses équipes, cette différence, à chaque fois, il me semble, enfin, c'est ma foi, je veux dire ça comme ça, ouais. Carrément, c'est ma foi, c'est que l'apport de la différence, et ça peut créer une grande cohésion et une découverte de l'humain, en fin de compte. Aussi bien l'humain qu'il y a chez l'autre qu'en soi. Et c'est en ce sens que nous, personnes porteuses de handicap, ce qu'on apporte à la société, c'est notre vulnérabilité. Parce que tout le monde est vulnérable, à un point plus ou moins élevé, mais tout le monde est vulnérable. Et nous, en tant que personnes porteuses de handicap, c'est ce qu'on apporte. Et après, parce que après, il faut gérer cette vulnérabilité. Mais ça n'empêche pas de faire des choses. Et on est tous vulnérables. Et donc, on est ensemble. Et on est humain, point. Qu'est-ce que la vulnérabilité t'a apporté? Oh, bah, il y a des fois, on peut se cacher derrière. C'est pas beau, hein. mais des fois, on peut se donner se dire, ah bah oui, je peux pas le faire. Là, je parle, oui, c'est ma faute, ma grande faute. C'est-à-dire que j'ai jamais bricolé, mais maintenant, je dis que j'ai 4 pieds gauche, ouais. Dont 2 handicapés. Ouais. Donc voilà, ça peut servir à ça. C'est pas beau, mais c'est humain. mais ce que ça sert vraiment aussi, c'est... je veux dire que le rôle social, c'est que
ça peut donner aux personnes qui sont en face un sentiment qu'elles peuvent faire quelque chose, elles peuvent nous aider. Et souvent, ça fait du bien aux gens de se dire qu'elles aident. Et donc, nous, en tant que personnes vulnérables, on a aussi ce rôle, je pense, de permettre à certaines personnes d'aider, de nous aider et de se faire du bien à elles aussi, leur propre image. Alors, j'ai une petite blague. Donc, c'est à l'armée. Donc là, nous, les personnes porteuses de handicap, surtout les amputés, des gens comme ça, par exemple les amputés, face à un champ de mine, il y a le sergent qui dit passe d'abord, t'as moins à perdre. Donc en fin de compte, nous, on peut servir aussi à la société. J'entends que la contribution peut être forte. Si j'avais envie que tu me parles aussi un peu de ton expérience avec les éléphants. Ah, extraordinaire. Merci Hervé. Merci Hervé et Sylvie. Donc j'ai eu l'occasion donc de faire le stage, découvrir sa puissance avec les éléphants. Et ce que j'ai découvert déjà, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur l'animal, moi, une de mes idées, c'est si je tombe, je peux devenir tétraplégique. Et donc il faut passer au-delà de ça. Et ce qui est fabuleux, extraordinaire, c'est la coexistence entre la puissance et la délicatesse. Cet animal est d'une puissance mais énorme. Là, on sent bien la différence entre nous et lui. Et tout en étant d'une délicatesse incroyable. Moi, j'ai pu bénéficier de la délicatesse de l'éléphant qui m'a amené. Parce que elle a vraiment senti que j'étais plus vulnérable. D'ailleurs, la personne qui gérait la ferme l'avait déjà dit, l'avait déjà remarqué par rapport à une personne porteuse de handicap mental qui était déjà venue, un jeune. Et donc l'éléphant sent les choses, sent vraiment. Et donc moi j'ai eu la chance que l'éléphant ronronne. Alors là, donc en plus moi j'étais en appui, donc ma poitrine sur la tête de l'éléphant, donc j'étais pas assis mais à moitié allongé sur sa tête. Et donc il y a la vibration qui remonte le long de la trompe plus le son. Alors là, vous vous dites, il se passe quelque chose. Je ne savais pas où avec les éléphants, ça ronronnait. C'est ça. Et vraiment, c'était extraordinaire. Et après, donc 2 jours après la balade, j'étais allongé donc le soir là, dans ma chambre. Et je suis rentré en contact avec l'éléphant. Je me suis mis dans une position, mon bras droit, c'était un peu comme sa trompe, mes jambes étaient dans le prolongement de ses jambes. J'étais vraiment en contact. Et là, j'ai eu une sensation, une idée qui m'est venue dans la tête, c'est que je ne serai plus jamais seul. Franchement, c'était extraordinaire. Je me suis dit, si j'ai un coup dur, je pense à l'éléphant et je ne serai plus jamais seul. Bon, alors ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Ouais, mais pour un homme qui a vécu beaucoup de solitude, c'est... Oui, c'est fort. C'est essentiel. C'est fort. Ouais. Ouais, je me rappelle d'un autre passage. Je me rappelle que justement, quand on t'a hissé sur l'éléphant, parce que c'est l'éléphant qui décide, hein, c'est pas toi qui décide de monter, tu te rappelles. C'est l'éléphant qui te propose ou pas. Et tu es dessus. Et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a fermé ses oreilles. Oui, pour tenir mes jambes. Pour tenir tes jambes, exactement. Ouais. Et donc, qu'elle ne fait pas systématiquement, puisque ses oreilles, c'est fait pour refroidir. Et donc là, elle était d'abord dans la protection avec toi. Ça s'est senti. Et après, elle s'est mise à ronronner. Ouais, c'était des moments assez forts. Moi, juste pour moi, qui accompagne, qui a l'habitude, on va dire, c'était un moment assez magique pour moi de te voir, tu vois, et de partager ce moment avec toi. Oui, et puis quand on m'a amené elle est venue près de la table pour que je puisse descendre, c'est juste à ce moment-là qu'est arrivée sa nourriture, et elle n'a pas bougé. Exactement. Elle n'a pas bougé, elle a attendu vraiment que je puisse descendre et tout. Donc, c'est un grand moment. Vraiment, entre la délicatesse et... Oui, c'est ça. Et pour moi, je faisais un lien justement entre cette puissance et cette vulnérabilité. Ah oui, comme le yin et le yang, à la limite. C'est ça, c'est quelque chose qui est intriqué. Voilà, tout à fait. Et je pense que pour bien comprendre sa puissance, il est nécessaire de passer par sa vulnérabilité. Oui, parce que l'air de rien, je me sens très fort avec ma vulnérabilité. C'est mon arme en plus, pour moi. Oui, parce que
comme je ne représente pas une menace, je ne peux pas représenter une menace. Et donc, je vais partout. Moi, j'ai beaucoup voyagé seul. Et je me rappelle, notamment à San Francisco, à un moment, sur le guide du routard, il disait qu'il ne fallait pas passer à tel endroit parce que là, il y avait énormément de SDF. Donc, au début, j'ai fait le détour. Et puis après, je suis passé là. Et je suis passé en me disant... à un moment, je vois un SDF qui était en train de pousser... Un caddie. Un fauteuil roulant comme si c'était un chariot. Et je me dis, mais si je me casse la gueule et qu'il y a un mec qui part avec mon fauteuil, j'étais mal parce que d'autant plus, là c'est la première fois, j'avais pas encore de banane, j'avais toutes mes affaires, mon passeport et tout ça dans mon sac à dos sur le fauteuil. Et je sais que, par exemple, si j'arrive et qu'il y a un petit caillou, je peux buter sur le caillou et être renversé et être par terre. Et si un gars part avec mon truc, pas de passeport, rien, et je peux pas bouger par terre. Donc là, j'ai... Et en fin de compte, bon, je vais partout, pratiquement partout, tout seul, et là, j'ai pas de soucis, quoi. Et une fois, toujours à San Francisco, donc ça monte beaucoup, à un moment, donc j'étais en train de galérer un peu, et j'ai senti quelqu'un qui poussait, sans rien dire, la personne ne m'a pas parlé. Et elle m'a poussé jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où ça devenait plat, et puis là, on a commencé à parler. Et c'est chouette. Et une autre fois, c'était un SDF qui m'a poussé, une autre fois. Et donc là, c'était bien. Là, j'ai appris quelque chose parce qu'on a une telle image, on a une représentation. C'est pas parce que le gars est à la rue qu'il est dangereux ou qu'il est sous crack. Donc voilà. Super. Qu'est-ce que tu pourrais proposer dans tes anecdotes, dans des expériences, dans... Là, on oublie 2 secondes de handicap. Je parle à l'homme. D'accord, ok. Qu'est-ce qui... Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui arrive dans cette vie? Eh bien, de faire des choses... comment... Moi, je sais pas, moi, j'ai envie de parler de mon expérience sur la scène, parce que j'ai écrit des one-man shows. Je montais sur scène pour participer à la modification du regard porté sur le handicap. Et des fois, j'étais juste avant de monter sur la scène, là, j'étais mal. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu t'imposes ça? Personne t'a rien demandé. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est une vraie douleur. Et en fin de compte, ça nous fait du bien après quand même. On se demande pourquoi on fait ça, mais c'est important de le faire. Ça me rappelle un peu aussi comme des fois j'avais pas envie d'aller au judo. Je dis, oh là, mais dès que j'allais arriver sur le tapis, quoi, c'était un régal. Donc ce que je dirais aux gens, c'est accepter d'avoir mal. Ça fait partie de la vie. Je pense que je crois que c'est une bonne leçon, ça. Accepter d'avoir mal. Et puis voilà, et on avance. Moi, ma grande chance, c'est que pour moi, l'accident, ça a été une renaissance. Et tout ce que je vis, c'est durable. Et je me goinfre. Franchement, c'est indécent. Je suis tellement heureux, c'est indécent. Ouais, justement, je voulais que tu me donnes quelques éléments aussi, sans revenir sur l'accident. Je voulais que tu reviennes sur... Enfin, c'est ton vie, si tu le souhaites. Mais je dirais, dans les premiers moments, tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué. Quand tu étais juste à l'hôpital... tu semblais être le gars le plus heureux, alors que tu venais juste d'avoir un accident. Oui. Mais moi, j'étais pas bien avant l'accident. J'étais pas bien dans ma tête. Mais quand j'ai eu l'accident, je me suis dit, dès le début, avant, tu n'étais pas bien dans ta tête, tu étais bien dans ton corps. Et ben maintenant, tu seras bien dans ta tête, même si tu as la colonne vertébrale fracassée. J'ai eu ça en tête et j'ai eu des rêves fabuleux. J'étais content, moi, d'être vivant. Et c'était extraordinaire. Non, moi, j'ai vécu 10 jours à l'hôpital, mais super, hein, franchement. Je sais pas ce qu'ils mettaient dans la perf, mais en tout cas, je me suis régalé. Et j'ai même écrit un poème. Et non, pour moi, en fin de compte, j'ai dû passer par là pour me réaliser. Donc, j'avais 47 ans, hein. J'avais 47 ans, pendant 47 ans, j'étais pas très bien avec moi-même. Et là, nouvelle vie, hein. Donc, nouveau corps, nouveau boulot, tout est nouveau, et donc on apprend, et voilà. Non, c'est faire d'une vulnérabilité une puissance, c'est ça?
Ben oui, si on reste dans le yin et le yang, oui, c'est ça. Oui. Et puis donc, moi, c'est oser voir les opportunités, quoi. Parce que moi, grâce à la paraplégie, je suis devenu comédien professionnel, je suis allé au Festival d'Avignon, au Festival de Cannes, je suis allé à l'ONU, un tas de choses que je n'aurais jamais faites si je n'avais pas eu l'accident. Donc, merci l'accident. Donc on va dire merci aux accidents de la vie. Ah ben oui, tout à fait, parce que de toute façon, c'est ce qui nous construit. Si jamais on n'avait aucune agression, c'est comme par rapport aux maladies. Si on vit dans un truc stérile, dès qu'on sort, on meurt. Donc on a besoin d'être agressé, et c'est comme ça qu'on se construit. Et donc la vie nous donne quelques baffes. Donc voilà, si ça vous coupe les pattes, faut faire sans. Ok, super, merci Gérard. Merci Hervé. Je vais te laisser le mot de la fin. Juste un mot. Joie. À bientôt Gérard. Salut. À bientôt. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.